émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver sur votre émission La Position, mesdames et messieurs. En octobre prochain, soit dans exactement quelques mois, les partis politiques devront déposer leur dossier de candidature pour la présidentielle 2026, vous le savez, conformément aux dispositions du code électoral. Certes, depuis quelques années, la réforme du système partisan tend à inverser les tendances, fait bouger la ligne et assainir le paysage politique. Mais sur ce chantier, le défi reste encore entier. Les primaires se tiendront au moment opportun, bien évidemment. Ils se succèdent au sein des formations politiques. À l'approche des joutes électorales, notamment de la présidentielle, l'hypothétique question des primaires. Un pari difficile à tenir sous les tropiques. En tout cas, nous allons poser la question à un membre du parti Les Démocrates, député à l'Assemblée nationale. Il a nom Kolaole Djima-Ogbon. Bonsoir, honorable, et bienvenue chez nous. Merci, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Je vais assez bien, oui. On le sent, même si ça ne va pas et que vous criez parfois sur le terrain. Ben, on fait aller dans un système comme celui-ci. Donc, vous êtes un parti de l'opposition. Ce n'est pas du tout évident. Mais, on essaye de faire aller quand même. En tout cas, ça va. Plus ou moins. On peut dire ça. Ça va plus ou moins. Mesdames et messieurs, d'autres sujets, vous l'aviez compris, hein, seront bien évidemment au rendez-vous avec l'honorable Kolaole Djima-Ogbon. Honorable, nous allons faire un petit exercice. Février 2023, vous avez retrouvé l'Assemblée nationale, vous êtes allé, suite à l'élection du 8 janvier 2023, il faut le rappeler, 2 ans déjà que vous êtes au Parlement. Si on vous dit de faire un petit bilan du parti Les Démocrates, que diriez-vous? La présence du parti Les Démocrates, vous voulez à l'Assemblée. Merci beaucoup de m'inviter à votre télévision que je découvre pour la première fois que ça existe. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je salue tous vos téléspectatrices et puis tous vos téléspectateurs également. Un bilan à l'Assemblée nationale depuis 2 ans environ. Le bilan est un peu mitigé. Le bilan est un peu mitigé. On a eu des hauts, on a eu des bas. C'est peut-être ça aussi la vie. Donc, on fait notre bonhomme de chemin, tout simplement. C'est ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que ça a changé votre présence? Parce que vous avez parlé de parlement monocolore pour la 8e législature. Vous êtes là à la 9e, la présence du parti Les Démocrates. Vous avez battu campagne, vous avez crié que quelque chose allait changer. En 2023-2025, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, il y a quand même eu pas mal, hein, parce que il faut dire que vous l'avez rappelé tout à l'heure, le parlement que les gens ont appelé ici, parlement monocolore, donc la 8e législature, en fait, ça n'honore personne. Que vous soyez béninois ou que vous soyez d'une autre nationalité, ça n'honore personne. Donc, nous avons au moins changé ce regard-là que les gens avaient sur le Bénin. Parce que un parlement monocolore, c'est un parlement, comme vous pouvez comprendre ça, où il n'y a qu'une seule voix. Dans une démocratie, c'est simplement impensable. Où il n'y a qu'une seule voix. C'est-à-dire tout le monde regarde dans la même direction. Et nous connaissons toutes les conséquences que nous avons eues aujourd'hui avec le parlement monocolore. Donc, on n'a plus ce parlement-là. Il y a eu beaucoup d'autres appellations que nous avons entendues avec ce parlement-là. On a entendu les députés Godio, les députés nommés. Dites-moi si ça vous fait plaisir. Moi, non. Qu'on dise que les députés béninois sont des députés Godio ou des députés nommés. Les députés ne sont pas nommés. Je rappelle, les députés sont des élus de la nation. Mais quand on voit les conditions dans lesquelles les choses se sont passées, quand on voit tout ça, à raison plutôt, oui, on peut dire que les députés ont été nommés. Et donc, on peut dire que c'est les députés Godio parce que on a même entendu dire que voter les lois les yeux fermés. Il faut être vraiment Godio pour faire des trucs comme ça. Et les conséquences sont là aujourd'hui. Donc, avec l'arrivée au Parlement des démocrates, je crois qu'on n'entend plus ça. À moins que vous me dites que vous continuez d'entendre ça. On n'entend plus ça. On n'entend plus le Parlement monocolore.
On n'entend plus député nommé, député Godio. Donc, c'est quand même quelque chose. Et on doit ça à la présence à l'Assemblée du Parti les démocrates. Mais vous êtes resté sur la forme, hein, parce que quand on vous suit, c'est comme si, bon, on n'entend plus les députés Godio, mais dans le fond, à part rejeter les projets de loi, qu'est-ce que vous avez apporté? Mais c'est ça même le plus important. À vous rejeter. Mais c'est ça le plus important. Même si c'est bon. Mais non, mais bien même évidemment. Si c'est bon, on rejette. Non, pas du tout. Parce que en dernier, le dernier en date, c'est en décembre 2024 où vous avez refusé de voter le budget exercice 2025. Nous en avons parlé largement. Le budget, il n'est pas bon pour nous. Et la manière la plus simple de dire que ce n'est pas bon, c'est de rejeter. Donc, ce n'est pas qu'on rejette tout. On rejette ce qui n'est pas bon. Nous avons voté beaucoup de lois ensemble à l'Assemblée. Il y a des lois communautaires. Quand on dit, par exemple, d'aller voter une loi pour organiser les cliniques, les hôpitaux privés chez nous au Bénin, pourquoi est-ce qu'on va rejeter ça? Lorsqu'on dit de voter quelque chose contre le terrorisme, contre le blanchiment d'argent, contre des trucs comme ça, personne ne rejette ça. Et nous en avons voté suffisamment. Mais tout ce qui n'est pas bon, ça ne se négocie pas pour nous. Ce qui n'est pas bon, il n'est pas bon. Et quand il n'est pas bon, il faut le mettre à la poubelle, c'est tout. Maintenant, ça peut passer, puisqu'on n'a pas la majorité. Et dans ce cas, il n'y a pas de problème. Mais nous, on a la conscience tranquille. Donc, voilà. Vous êtes fier de votre présence à l'Assemblée. Mais bien entendu, on ne peut pas ne pas être fier. Lorsque vous arrivez dans une assemblée qui s'appelait monocolore et qui ne s'appelle plus monocolore, je crois que même si on n'est pas béninois, on peut s'en réjouir. On peut en être fier que notre assemblée au Bénin n'est plus monocolore. Ce n'est pas bon. Vous connaissez beaucoup d'assemblées comme ça? Ces assemblées-là, s'il y en a, ça ne doit pas faire la fierté de ces citoyens-là. Ça, c'est sûr. Sur une question où je pourrais encore vous poser cette question de fierté, c'est par rapport à vos femmes députées, démocrates. Vous les voyez à l'Assemblée tranquille, silence radio depuis 2023. Je suis sûr que beaucoup de téléspectateurs, beaucoup d'internautes ne connaissent pas les députés femmes du parti les démocrates. Et pourtant, la réforme du système partisan que vous condamnez a donné le bonus de 24 femmes à l'Assemblée. Et ce qui a fait que certaines femmes se retrouvent au sein de l'Assemblée nationale grâce à votre parti. Est-ce que vous êtes fiers de cette femme, de ces femmes-là, qui pratiquement viennent s'asseoir et puis sans prendre de mots, alors que le 8 mars dernier, on affichait les droits des femmes, l'autonomisation, l'égalité. Et si on dit de savoir, moi je voudrais savoir, est-ce que le bonus des 24 femmes, c'est une lueur d'espoir ou du leurre tout simplement? Non, ça n'est pas du leurre. Ça n'est pas du tout des leurres, je dirais même. Vous savez, nous, au Parti des démocrates, sommes fiers des femmes démocrates à l'Assemblée nationale. Et pourtant, elles sont silencieuses. Mais lorsque vous dites qu'elles sont silencieuses, moi, je ne vous crois pas. Elles ne mettent pas le débat, on ne les voit pas, on ne les sent pas. Non, mais où? Invitez-les, elles vont venir. Si vous ne m'avez pas invité ici, moi, je ne serais pas venu. On les invite, elles n'arrivent pas à répondre. Certaines, je ne vais pas citer de nom. Et je reste jusque là comme ça. Parce qu'il y a des gens qui évitent le débat. Ça m'étonnerait. Ah bon? Je ne veux pas dire que ça n'existe pas, mais ça m'étonnerait. Honnêtement, ça m'étonnerait. Vous savez, cette loi-là qui a fait venir massivement les femmes à l'Assemblée, par exemple, nous ne sommes pas contre ça. Nous ne sommes pas contre ça. C'est ce que je vous disais tantôt. Mais vous êtes contre les 20%. Mais on ne peut pas ne pas être contre les 20%. Mais vous êtes favorable à ce que on puisse vous donner l'opportunité de drainer les femmes à l'Assemblée. Mais bien sûr. Mais on ne peut pas être d'accord avec les 20%. Vous savez, cette histoire de 20% là, ça n'existe nulle part au monde. On en reviendra en parlant justement de vos femmes à l'Assemblée. Oui. Est-ce que vous êtes fiers d'elles, les femmes démocrates? Nous sommes entièrement fiers d'elles. Vous savez, à l'Assemblée, lorsque les femmes sont venues à l'Assemblée massivement, on connaît un peu, vous savez, c'est dans tous les pays, c'est pas seulement au Bénin. Aujourd'hui, le constat général, c'est qu'il y a très peu de femmes qui se préoccupent de la chose publique, de la chose politique. Et donc, on est en train de les inciter à s'intéresser à la chose politique. Et progressivement, on est en train d'arriver. Vous savez, les femmes, toutes les femmes d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, ont été assistées. Il y a une institution, je crois, qui a payé les assistants aux femmes. Pour que les femmes soient mieux aguerries, pour que les femmes soient plus aptes
à faire le travail parlementaire. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Je crois qu'il faut simplement les accompagner, il faut simplement les aider à mieux faire leur travail. On ne peut pas dire que si vous... Malheureusement, à l'Assemblée nationale aujourd'hui, on avait entre-temps la téléhémicycle. Et on était tous contents d'avoir la téléhémicycle. Mais demandez-leur pourquoi ça ne marche plus. Alors, si la téléhémicycle marche encore, j'allais vous dire tout simplement, suivez la téléhémicycle et vous allez voir comment est-ce que les femmes, pas seulement les femmes démocrates, mais les femmes des autres partis politiques aussi, vous verrez comment est-ce qu'elles interviennent à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, la parole est libre. Une fois que vous demandez la parole et que le président de l'Assemblée vous l'accorde, vous parlez librement, il n'y a pas de problème, jusqu'à ce que vous finissiez. Sauf que, si on vous a défini dans un créneau, évidemment, si vous voulez dépasser le créneau, on peut vous retirer la parole. Sinon, ça se passe plutôt bien. Nous sommes plutôt fiers des femmes démocrates et même des autres femmes. Ça, je dois vous le dire, hein, très sincèrement. Des autres femmes aussi, c'est-à-dire des autres formations politiques à l'Assemblée nationale, qui prennent la parole et qui font bien le débat. Il y a certaines femmes à l'Assemblée nationale, ben, rien à voir avec des hommes. Hein. Donc, c'est cela. À côté de ça aussi, chacun a sa personnalité. Vous savez, il y a des gens qui ont plus de facilité à prendre la parole, à faire les débats. Il y en a qui en ont moins. C'est la vie. On va rester toujours en 2023, hein, mais un peu plus vers la fin de l'année. Vous vous rappelez, votre leader charismatique, Boni Yayi, et quelques têtes de pont du Parti Les Démocrates sont partis rencontrer le président de la République, Patrice Talon, pour échanger des sujets d'actualité. Il y a une question fondamentale qui a été soulevée au cours de l'entretien, la question de l'audit du fichier électoral. Vous vous rappelez très bien, où, bon, on a souhaité à ce qu'on audite ce fichier électoral. Là, Patrice Talon, 2 ans après, qui honore à son engagement. Est-ce que vous, au moins, il faut quand même remercier le chef de l'État pour cet acte, l'honorable Aubon. Oui, mais écoutez, chacun dans son rôle. Ce n'est pas qu'on ne peut pas, ce n'est pas qu'on ne peut pas le remercier. Votre rôle, ce n'est pas de lui dire au moins qu'il a bien fait. Non, c'est parce que vous êtes opposant. Non, c'est ce que j'essaie de vous dire. Chacun est dans son rôle. En vérité, s'il n'accepte pas ça, il aurait manqué un peu à son devoir. Il aurait manqué un peu à son devoir, à son rôle. C'est prévu d'auditer le fichier électoral. Mais donc, on a... Pas d'effort. Comment? Pas d'effort du président. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Mais il ne devrait pas normalement refuser. Il ne devait pas refuser. Maintenant, ceci dit, ce n'est pas qu'on ne peut pas le remercier. On l'a déjà fait, même. On l'a déjà remercié. Comment? Ben, écoutez, lors des émissions, nous avons déjà fait. Même moi-même, je l'ai déjà dit. Que c'est bien. Écrivez qu'il officiellement. Mais pourquoi on va écrire du parti, pour que le parti, parce que quand c'est pas bon, vous dénoncez officiellement. Quand c'est bon, écrivez officiellement. Ce n'est pas nécessaire qu'on écrive ici. C'est-à-dire, dans ce cas-là précis, ce n'est pas nécessaire qu'on lui écrive pour lui dire merci, ou bien pour... Ça ne vous diminue pas. Hein. Mais je suis d'accord. Allez, lui non plus, ça ne l'augmente pas. Faites-le. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. En fait, ce n'est pas qu'on ne peut pas le faire. Mais ici, on n'a aucune obligation à le faire. On n'a aucune obligation à le faire. Vous ne pouvez pas en vouloir quelqu'un s'il n'a pas l'obligation. Si ce n'est pas un devoir, si ce n'est pas une obligation, on ne peut pas en vouloir quelqu'un de ne pas faire quelque chose. Si ce n'est pas une obligation. Alors, ce qu'il a fait, je dois vous dire, c'est bon. C'est bon. Et nous, on en a parlé au Parti des démocrates pour avoir accepté ça. C'est d'ailleurs pourquoi, moi je dis, je ne comprends pas parfois les membres des partis et de la mouvance qui, eux, par exemple, se sont retirés un peu. Vous dites que vous soutenez le président de la République. Le parti de l'opposition va rencontrer le président de la République et lui dit, il faut qu'on audite le fichier électoral. Le président de la République accepte. Et maintenant, un cadre est mis sur pied pour donc procéder à cette audit-là. Et puis, on invite les membres du parti de la mouvance, mais qui traînent pas, qui ne viennent pas. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous dites, par exemple, de ceux-là qui refusent de venir? Qu'est-ce que vous dites de Est-ce que eux sont contents que le président ait accepté ça? C'est aussi une question. Donc, le plus important, on a donné déjà les moyens. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est ce qu'on doit faire. Donc, lorsque quelqu'un est dans son devoir, oui, on peut lui dire merci, mais
Ça fait partie des activités régaliennes d'un État. S'assurer que le fichier est bon. Et la manière de s'assurer ici, nous tous, que le fichier est bon, c'est de l'auditer. C'est de l'auditer. Oui. Après l'audit, on va espérer que le Parti Les Démocrates ne va plus dire qu'on a fraudé, on a volé, on a tripatouillé les élections. Donc le débat est clos maintenant. Parce que vous avez remercié, vous avez dit c'est bon. Et puis bon, on peut passer à autre chose. On n'a pas encore les résultats de l'audit. Et si les résultats venaient, ça veut dire qu'on peut passer parce que vous avez déjà les moyens. Non, mais quand on va avoir les résultats de l'audit, c'est en ce moment qu'on va savoir si le débat est fermé. Mais mais, vous savez, un résultat peut être bon, comme il peut être mauvais. On ne peut pas faire le débat avant qu'on ait ces résultats. C'est Jean-Baptiste Elias c'est Jean-Baptiste Elias, bien entendu, on connaît l'homme qui a fait ses preuves. Moi, je n'ai aucun doute avec Jean-Baptiste Elias. Mais, ceci dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, on attend que ça aboutisse et qu'on ait les résultats. Et à partir de cet instant-là, si nous sommes satisfaits de l'audit, vous allez le savoir. En tout cas, en attendant que ce fichier électoral, mesdames et messieurs, soit audité, et nous allons toujours parler de la présidentielle 2026 en octobre. Dans quelques mois, il faut présenter un candidat. Voilà, et il faut savoir le candidat. Et pourquoi ça tarde au sein du Parti Les Démocrates encore? Ou bien vous attendez l'Union progressiste, le renouveau, vous attendez encore le Bloc républicain avant que vous-même, vous ne rentriez dans la danse? Laquelle? Quelle danse? La danse de votre candidat. Pourquoi ça traîne? Pourquoi on ne vous sent pas? Pourquoi un silence plateau? Pourquoi ce mystère autour d'un candidat alors que en 2014 on sait déjà que on connaît déjà l'ambiance des élections de 2016, honorable Augmon. Oui, mais vous savez, les choses ont changé au Bénin depuis 2016. De quoi aviez-vous peur, concrètement? En fait, ce n'est pas une peur. Et c'est quoi? Mais nous sommes obligés de nous actualiser. Nous sommes dans un système au Bénin qu'on appelle la rupture, hein. Et donc, si vous êtes au Bénin, ou même si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez comprendre ce que je dis là. Vous savez, avant au Bénin, les temps des élections, c'était des temps de joie, de fête. Mais tout le monde peut être d'accord avec moi que depuis 2016, ce n'est plus le cas. Depuis l'avènement de la rupture, ce n'est plus le cas. Donc, les gens sont plutôt méfiants aujourd'hui. Vous avez vu les violences qui ont émaillé les élections, que ce soit législative, que ce soit communale, que ce soit présidentielle au Bénin, depuis 2016. C'est un fait, on peut constater ça. Les gens sont ont été massivement emprisonnés pour ça. Les gens sont allés en exil pour ça. Ce n'était pas comme ça avant. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, le rythme n'est plus le même. Et si vous me demandez pourquoi ça, je ne sais pas qu'est-ce qui tarde. Rien ne tarde. Vous êtes membre du Parti Les Démocrates. Je suis d'accord. Vous êtes un maillon indispensable. Vous êtes toujours au sein du bureau politique. Vous connaissez un peu ce qui se passe. Ou bien c'est vous, le prochain candidat? Oh, ce n'est pas moi. Et c'est qui? Je ne connais pas encore le candidat. Si ce n'est pas vous, il faut connaître l'autre. Mais bien sûr, je suis d'accord. L'autre, c'est qui? Le parti, en ce moment, est en train de s'activer pour définir donc les critères et puis on va passer au choix tranquillement. Et quels sont les éventuels critères? Je ne connais pas ça. Il faut être qui parmi vous? Je ne suis pas dans le comité qui est chargé d'écrire donc les critères. Et ça n'a pas encore. Est-ce que les critères sont différents des critères conditionnés par les réformes du système partisan? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Et vous savez quoi concrètement, vous? Ce que je sais, c'est que les gens sont en train de s'activer en ce moment, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ils se préparent à définir les critères. Et quand les critères vont être définis, on va voir les gens qui remplissent les critères. Et ceux-là seront donc appelés à nous représenter, à nous conduire aux élections. Voilà. Donc, vous pensez encore que octobre est loin, c'est ça? En fait, octobre n'est pas loin. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes en train de travailler en ce moment. Octobre n'est pas loin. Octobre, c'est là, déjà. Octobre n'est pas loin. C'est pourquoi nous travaillons déjà pour que d'ici là, on puisse... Vous savez, on ne peut pas ne pas prendre en compte beaucoup de paramètres. Lorsque nous définissons nos critères, en même temps, il faut qu'on soit en train d'écouter le peuple. Que veut le peuple? Le peuple veut quoi chez vous? Nous sommes en train je vous ai dit tantôt que je ne fais pas partie du comité chargé de définir les critères et de passer à ces pays fins là. Donc,
Ceux-là sont en train de travailler. Vous êtes du peuple, honorable. Vous êtes député. Vous êtes issu d'une circonscription électorale. Je suis d'accord. Vous êtes tout le temps, chaque week-end pratiquement dans votre circonscription électorale à écouter votre peuple. Vous notez déjà les doléances du peuple, mais dites-nous exactement de quel candidat veut le peuple. Ce qui est sûr. Oui, voilà. Ce qui est très sûr, c'est que le peuple veut quelqu'un de véritablement démocratique. Il veut un vrai démocrate. Quelqu'un qui nous assure plus la paix et le pain. La paix et le pain. La paix et le pain. Vous savez, les deux vont de pair. Hein? C'est ça. Lorsque vous avez la paix et vous n'avez pas le pain, mais vous avez des problèmes. Quand vous avez le pain et vous n'avez pas la paix, le problème est toujours là. Et nous sommes en train de vivre une situation au Bénin. C'est clair chez tout le monde. Ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un ou qu'on est pour ou l'autre, mais c'est des faits qu'aujourd'hui, nous sommes menacés dans le pays. Vous voyez l'histoire du terrorisme aujourd'hui dans le nord du Bénin. C'est quelque chose qui nous menace dangereusement. Donc on a besoin aussi d'un président qui peut mieux gérer cette question de terrorisme-là. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut encore dire. Désormais, on veut pouvoir aller aux élections, aux différentes élections, dans le calme. Et il nous faut un président pour ça. Vous savez, lorsqu'un président arrive au pouvoir, c'est lui qui donne les directives, désormais, applicables dans le pays. Et vous pouvez comprendre que on avait une directive, et aujourd'hui, on a une autre directive. Et nous voilà. Et quand vous regardez au sein de votre parti, qui vous inspire? Oh, je ne peux pas dire ça. J'ai déjà dit sur un plateau de télé qu'on a beaucoup de présidentiables au Parti des démocrates. Nous sommes très nombreux. Nous nous plaisons à nous appeler le Parti du peuple. Donc, quand vous avez le Parti du peuple, vous avez le peuple avec vous. Vous avez toute une gamme variée de gens. Et donc, parmi ces gens-là, vous avez des présidentiables. Seriez-vous surpris qu'on vous désigne, vous? Si on vous désigne, vous allez refuser, vous? Écoutez, je préfère, entre nous. Mais je suis d'accord entre nous. Nous sommes sur un plateau de télé. Justement. Et ce n'est pas que je ne veux pas donner la nouvelle. Si on vous désignait, allez-vous accepter cette charge? Non, je crois que il vaut mieux poser le problème autrement. Quels sont les critères déjà qui sont fixés? Quels sont les critères? Je vous l'avais posé, mais vous avez contourné ma question. Non, je n'ai pas contourné, c'est que je ne les ai pas encore. Justement, si on vous désignait et que vous remplissiez les conditions, les critères, est-ce que vous allez accepter? En Europe, dis-moi, bon, vous regardez la caméra et parlez au peuple. Non, mais je peux regarder la caméra, je suis d'ailleurs face à la caméra. Justement, ça c'est la vôtre. Je ne peux même pas, oui, je suis d'accord avec, je ne peux même pas dire ça sans avoir discuté avec des gens. Vous comprenez? Donc, il faut être moins prétentieux dans la vie. Est-ce que vous avez cette ambition? Mais, écoutez, au Parti des démocrates, tout militant peut être candidat. Donc, il n'y a pas de problème. Et l'ambition, vous pouvez ne pas l'avoir à un moment, et à un autre moment, vous pouvez l'avoir. Donc, moi, je préfère ne pas faire le débat honnêtement en ce moment pour ne pas choquer les sensibilités, c'est tout. Sinon, il y a rien de, je ne fais pas de cachotterie avec vous, mais je veux simplement vous dire que c'est pas la peine de faire le débat à un moment où les gens sont en train de définir les critères. Il ne faut pas marcher sur la langue. Donc, vous attendez la décision du parti. Ben, il vaut mieux. C'est ça aussi la discipline du parti. Il vaut mieux attendre qu'est-ce que le parti décide. Qu'est-ce que le parti décide avant de pouvoir opiner. C'est ça. Mais si éventuellement, mesdames et messieurs, avec les analyses de l'honorable Ogmon, si éventuellement, justement, la désignation porte sur lui, il va pas refuser. C'est tout simplement la conclusion. Moi, je n'ai pas dit ça. On peut passer à autre chose. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais si ça vous plaît, si vous trouvez du plaisir à le dire, je vous concède ça. Mais moi, je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne fais pas de cachotterie. Je veux juste ne pas déranger les gens qui sont en train de travailler actuellement. C'est tout. D'accord. L'essentiel est qu'on ait notre candidat. Et tout le monde va travailler derrière le candidat pour que le parti gagne. C'est le parti qui gagne. En fait, ce n'est pas le candidat qui gagne, mais c'est le parti qui gagne. C'est le parti qui gagne. Vous avez parlé du peuple tout à l'heure. J'ai rappelé à plusieurs reprises quand même que le parti des démocrates initie de temps en temps certaines rencontres à écouter le peuple, à rencontrer le peuple, à échanger avec ses militants. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour que vous écriviez toujours sur les réseaux sociaux et que vous êtes toujours les victimes? Vous vous victimisez pour rien, paraît-il, et que c'est toujours au Parti des démocrates qu'on interdit de ne jamais rencontrer leurs militants. Non, il ne faut pas dire ça comme ça. Il ne faut pas dire qu'on se victimise. Il faut dire qu'on nous victimise plutôt. Vous savez, victimise? Mais c'est les autorités locales.
c'est les autorités locales. Elles sont connues. C'est soit les maires, c'est soit les commissaires, c'est soit les préfets, et c'est eux qui savent de qui ils ont cet ordre-là, qui consiste à refuser à un parti qui est légalement constitué de se réunir. C'est simplement contre la loi que nous nous sommes donnés dans la République. Vous savez, lorsqu'un parti est régulièrement constitué, il a ce qu'on appelle un récépissé. Le récépissé est la preuve que que le parti est reconnu, tout simplement. Et l'une des activités d'un parti, c'est précisément se réunir, manifester, aller aux côtés de ces mandats. Donc, nous sommes dans notre rôle, nous sommes dans nos activités légales, nous sommes dans nos travaux. Alors, qu'on nous en empêche, je suis tenté de vous retourner la question. Pourquoi? Et pourquoi justement? C'est la question. Ah, c'est justement la question que moi je vous ai posée. Mais nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. C'est pourquoi on dénonce ça tous les jours que Dieu fait. Vous savez, la loi dit ceci. Que lorsque un parti politique veut se réunir, il informe l'autorité locale. Il informe l'autorité locale. C'est-à-dire, on ne peut pas être dans une république et réunir un grand monde sans que l'autorité locale ne soit informée. Donc, ce que la loi dit, c'est que vous informez l'autorité locale. Ça peut être le maire, ça peut être le préfet. Le préfet, vous informez donc l'autorité locale. Donc, vous lui adressez une note d'information. Alors, s'il se trouve qui prend acte, ça il faut que je vous le dise, l'autorité prend acte de ce que vous voulez vous manifester, vous voulez vous réunir. Et l'autorité vous envoie, si il se trouve que le lieu de manifestation, c'est un lieu public. Je suppose par exemple, on veut faire ça sur une voie. Ça peut arriver. Qu'on veut faire ça sur la voie publique. Mais il faut quand même qu'on soit encadré. Dans ce cas-là, l'autorité publique, ça s'appelle le préfet ou le maire, envoie une lettre d'autorisation. Je vous autorise à vous réunir dans ce lieu-là. Et à la même occasion, il informe le commissariat le plus proche pour que les autorités sécuritaires viennent encadrer. Maintenant, qu'on nous empêche de nous réunir, ben, écoutez, on n'est pas capable de comprendre ça. On n'est pas capable de comprendre ça parce que c'est illégal qu'on nous empêche de nous réunir. Alors, si l'autorité locale n'est pas en mesure d'autoriser ça, ça peut arriver que l'autorité locale ne soit pas en mesure d'autoriser ça. Oui, bien sûr, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et dans ce cas-là, il nous notifie ça. Et il motive ça. C'est-à-dire, il ne nous informe pas simplement, je ne peux pas vous autoriser à vous réunir. Il dit, je ne peux pas vous autoriser à vous réunir parce que là, c'est dangereux pour vous, vous ne pouvez pas vous réunir là. Là, ou bien je vous dis, si vous voulez, je vous dis n'importe quoi, je dis, parce que vous êtes des opposants. Mais il ne peut pas, en aucun cas, le silence ne peut pas tenir lieu de la réponse à cette note d'information là. Et malheureusement, c'est à ça qu'on est confronté aujourd'hui. Plus grave même, vous avez les mecs qui vous autorisent à vous réunir, et les policiers arrivent. C'est quoi ça, cette aberration dans une république? Où le maire vous autorise à vous réunir, et la police vient vous empêcher de vous réunir. Et les pauvres, vous leur demandez, mais qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi de les appeler comme ça, c'est pas que je dis qu'ils sont pauvres, ils n'ont rien. Mais je dis ils sont pauvres pour dire que ils sont impuissants tout simplement. Ils viennent, vous leur dites, mais en fait, c'est quoi? Et ils disent, on nous a envoyé. On nous a dit de venir. Vous dites qui? Il ne peut pas vous dire. Ça pose un gros problème dans un pays. Moi, je crois que le président doit se saisir de ce dossier-là. Parce qu'en vérité, c'est lui qui est le premier magistrat du pays. C'est lui qui est le premier responsable du pays. Ça salit, tout simplement. De toute façon, au Parti des démocrates, nous avons déjà pris nos responsabilités. En faisant quoi? Ben, en déposant des plaintes contre ces gens-là. Ah bon, déjà? Qui pour nous, mais bien sûr, il y a des maires, comment? Qui vont passer devant les tribunaux pour dire les raisons pour lesquelles on nous autorise ça. Ah bon? Mais bien sûr. Ah, donc... Et on leur a rappelé qu'il y a un délai de 6 ans.
Si ça ne se fait pas aujourd'hui, ça va se faire après. Quand vous aurez pris le pouvoir. Ben, quand on aura pris le pouvoir. C'est ça, c'est ça. Alors, bon, enfin. Si c'est parce qu'ils ont le pouvoir aujourd'hui qui nous empêche de nous réunir, oui. Mais la roue tourne, hein. Oui. Ils n'étaient pas au pouvoir. Il y a 12 ans, ils n'étaient pas au pouvoir. C'est ça. Voilà. Donc, il va arriver un temps où ils ne seront pas au pouvoir. Et puis, quand le parti Les Démocrates sera au pouvoir. Mais on n'a pas de choix. Oh. Il faut rétablir la justice. La justice. Est-ce que ça, c'est pas un règlement de compte? Parce que là, ça, c'est un règlement de compte. Et c'est pas bien d'affirmer ces choses-là devant le peuple. Parce que c'est comme si vous voulez rendre compte. Non, mais est-ce que c'est juste ce qui se fait en ce moment? Si vous pouvez me dire que c'est juste, je quitte là-dessus. Moi, j'aime la justice. Moi, je ne suis pas là pour situer. Moi, je suis pas un juge. D'accord. Lorsque quelqu'un va voler, vous préférez quoi? Qu'on le laisse partir? Au nom du fait que vous voulez maintenant, parce que nous voulons le pouvoir, qu'on dise que les voleurs, on ne leur dira rien. On ne peut pas dire au parti Les Démocrates. Non. Il faut sanctionner. C'est une question, non, il faut situer les responsabilités. C'est une question de justice. C'est-à-dire que si un maire veut refuser ça, il n'a qu'à penser à la responsabilité. Et se dire que, est-ce que je suis autorisé à le faire? Je suis en train de vous dire en vérité que nous allons rétablir la justice. Si vous voulez, c'est ce que j'essaie de dire. Ce n'est pas un règlement de compte, c'est pas dit, appelez ça comme vous voulez. Non, il faut qu'on reprécise. Non, mais bien sûr, moi je ne suis pas dans un règlement de compte, non, pas du tout. Mais je vais dire simplement, vous êtes en train de poser des actes qui ne sont pas bons dans une république. Si vous continuez à faire ça, mais que ça ne vous étonne pas, qu'après, on vous rappelle pour que vous venez justifier. C'est tout. C'est tout. Si je vous dis quand on va prendre le pouvoir, ne comprenez pas que c'est un règlement de compte. Quand on a le pouvoir, si c'est parce qu'on n'a pas si c'est parce qu'ils ont le pouvoir maintenant qu'ils le font, donc quand on a le pouvoir, évidemment, nous allons remettre ce dossier-là et ils vont venir se justifier. S'il se trouve qu'ils avaient raison de faire ce qu'ils sont en train de faire maintenant, ils vont retourner tranquillement chez eux. Tranquillement chez eux. C'est une question de justice. De justice. Si vous voulez bâtir un pays de paix, il faut d'abord et avant tout commencer par la justice. D'accord. Comment se porte Boni Yayi aujourd'hui avec depuis quand avez-vous vu, par exemple, votre leader charismatique Boni Yayi? Comment se porte-t-il? Oh, il se porte très bien en ce moment. Et pourquoi on écrit citant sur les réseaux sociaux qu'il est susceptible d'une tentative d'assassinat? Ça veut dire que quelqu'un se porte bien. Ça veut dire que la personne se porte bien. Ça veut dire que la personne se porte bien. Maintenant, on ne peut pas attenter à alors, d'où sort cette tentative d'assassinat? Mais il faut demander à ceux qui ont fait l'audio. C'est pas moi qui ai fait l'audio. En effet, il y a un audio, il y a un message audio qui circule, qui fait état. Donc, vous n'êtes pas au courant d'une tentative. Bien sûr. Mais bien sûr que je suis au courant. Vous êtes au courant. Alors, racontez-nous un peu, non, mais c'est simple, c'est simple. Vous-même, vous l'avez certainement entendu sur les réseaux sociaux. Il y a un audio et un message audio qui passe sur les réseaux sociaux et qui fait état d'un assassinat programmé du président Yayi Boni. Ah bon? Mais bien sûr. Et qui veut assassiner? Les gens qui sont supposés commettre le forfait sont cités, mais permettez-moi de ne pas dire leur nom ici. Dit ça ici, ouais. D'accord. Est-ce que oui, vous avez dit, c'est des déclarations quand même graves, honorables. Mais c'est suffisamment grave. Oui, très graves. Oui. On n'a pas de preuves, on n'a pas de preuves pour ça, mais déjà, on n'a pas de preuves. La déclaration suffit. Comment vous n'avez pas de déclaration juste, ça suffit. Mais attendez, lorsque ça part, vous savez, les actes pas toujours soit de l'intention, ensuite de la parole, et ça échoue par les actes. Vous voyez, un fait est d'abord pensé. Ensuite, il est dit, et il est fait. Donc, on peut pas dire qu'on n'a pas, c'est une preuve, justement. Mais pourquoi l'État saisit les gens? Parce qu'il a entendu une déclaration. C'est une preuve. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle a été la procédure menée par Boni Yayi en question, lui-même? Je ne sais pas. Pour le parti les démocrates. Je ne sais pas. On veut assassiner quelqu'un. La première des choses, c'est d'aller porter plainte. Oui, mais qu'est-ce qui est fait jusque-là? Ça, je ne peux pas vous dire ce qui est fait. En revanche, je sais qu'il y a eu des déclarations de soutien et d'appel à faire échouer nous sommes dans un pays démocratique, il y a les institutions qui fonctionnent. Oui. Et pourquoi ne pas enclencher le processus, cette procédure, dit, écoutez, on veut attenter à ma vie, je viens justement vous remettre ma vie entre les mains des institutions de la République et je me retire, c'est si simple. Alors que Boni Yayi a fait 10 ans de pouvoir, il connaît la procédure. Je suis d'accord avec vous. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce silence radio?
Comment silence radio? Vous n'avez pas entendu les communiqués qu'il y a eu par-ci, par-là? Les communiqués ne suffisent pas, ce n'est pas par les médias qu'il faut... Ça, c'est pas une procédure judiciaire. Les médias ne sont pas des juges. Je suis entièrement d'accord avec vous. D'accord. Mais sans son effet. À côté de ça, si quelqu'un doit aller porter plainte, c'est le président lui-même. Donc, vous avez à vous adresser au président lui-même. Non, vous êtes du parti, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je suis d'accord. Mais je ne peux pas me substituer au président Yahi. Dans une situation comme celle-là, soit il me commet pour le faire, mais je ne peux pas le faire moi-même. En tout cas, il se porte bien. Ben pour moi, fait pas de problème. Pour moi, on l'a même vu sur les réseaux sociaux. Il est allé dans une église, voilà. Donc c'est la preuve. Donc il va bien, il va bien. C'est même la preuve qu'il va bien. Qu'il va très bien. Maintenant, s'il me saisit, ce n'est pas encore tard. Il y a pas un délai, non? Et s'il y a un délai, on est encore dans le délai. Donc s'il décide aujourd'hui de porter plainte, il va aller porter plainte. Peut-être qu'il a déjà fait. Moi, j'en sais rien. Honorable Ogon, ce duo aujourd'hui, cette amitié, ça ne vous étonne pas, vous, Boni Yahi Nicéphore Soglo, une amitié qui se renforce de jour en jour. On voit les deux pépés soit à Lomé, et puis bientôt encore, ils veulent s'annoncer de l'autre côté du Niger. En attendant de parler justement de ce Niger-là, nous allons parler du cas Soglo, qui a fait une déclaration après celle de Adrien Houmbedi. Les anciens présidents des institutions réclament et exigent à ce que on libère les détenus politiques et qu'on permette à ce que les exilés dits politiques puissent revenir au Bénin. Est-ce que, quand vous voyez cette institution Nicéphore Soglo, qui à chaque reprise répète le nom de son fils, Léali Soglo, est-ce qu'on ne peut pas prendre ça comme étant un combat égoïste, personnel, ou bien peut-on parler d'un combat collectif? Non, moi je crois qu'il faut plutôt parler d'un combat collectif. Parce vous êtes certain? Ben, je vous parle sans langue de bois. Moi je crois qu'il faut plutôt parler d'un combat collectif. Vous savez, on a déjà vu le président Soglo sur plusieurs fronts. Quand il est allé au Niger, c'est pour parler de son fils? Non. C'est que le pays va mal. Le pays va mal. Bien qu'il ne soit plus aux affaires. Parce qu'il estime que, ben, il est encore debout. Heureusement, il est encore en vie. Il ne peut pas laisser le pays pour lequel il a travaillé tout le temps, qu'il a même présidé, il ne peut pas laisser ça s'écrouler. Il ne peut pas laisser le pays dans un genre de mauvaise posture avec nos voisins du Niger, et il s'est levé. Vous voyez, quand il a fait les dernières sorties, il a plutôt dit que il faut qu'on libère Réki Amadou et puis Joël Aïba. Joël Aïba n'est pas son fils, que je sache. Non plus Réki Amadou. Donc on ne peut pas, parce qu'il a ajouté son fils, mais c'est tout à fait normal. On ne peut pas reprocher à un père de demander la libération de son fils ou le retour au pays de son fils. On peut pas. C'est tout à fait normal. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Je vois plutôt un père de famille, un père de la nation qui se préoccupe des problèmes de la nation et qui réclame simplement la paix, l'union dans le pays. La question que beaucoup se posent, qui a fait fuir Léali Soglo? Qui l'a fait fuir? Ben, il faut peut-être lui demander lui-même. Alors pourquoi réclamer que mettre Léali comme étant un exilé politique? Vous savez ce qu'on est dans exilé politique. Il faut quand même que Léali vienne au Bénin répondre de ses actes. C'est facile. On passe à autre chose. Non, c'est facile de dire ça. Ah bon? Non, c'est facile de dire ça. Il faut éviter de dire des choses comme ça. Ah bon? Vous savez, un exilé, c'est lui qui dit qu'il est un exilé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui lui reconnaît ça. C'est pas quelqu'un d'autre qui lui... Celui qui peut lui reconnaître ça, c'est une institution qui prend les critères, qui voit les conditions et qui établit ça, qui dit, oui, vous, on peut vous considérer comme exilé. Vous savez, lorsque, je peux dire, lorsque vous êtes en couple avec votre femme et que vous menacez la femme, et la femme décide de partir parce que vous l'avez menacée, l'homme peut dire non, qu'il ne l'a pas menacée. C'est la femme qui sait ce qu'elle vit sous le toit de son mari. Et donc, il faut l'écouter. C'est la femme qui dit si ça va, si ça ne va pas. Je ne dis pas que la parole de la femme est la parole de la Bible. Mais on ne peut pas dire que c'est plutôt l'homme qui doit reconnaître que effectivement je bats ma femme ou je menace ma femme
Pourquoi on peut pas écouter la femme aussi? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. L'exilé, c'est lui qui se dit, je ne suis pas en sécurité, ma vie n'est pas en sécurité, il faut que je parte. Ce n'est pas un État qui dit, pas parce que tu n'es pas en sécurité de nos propres soins. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, c'est l'individu qui voit bien que ces conditions de vie ne peuvent pas lui assurer, évidemment, la vie sur place et décide de partir. Heureusement, il y a des issues internationales. Vous connaissez ça. Comme le Haut Commissariat aux réfugiés, comme ceci, comme cela. Mais la preuve est qu'aujourd'hui, en France, on a des exilés. Pendant que le gouvernement dit qu'il n'y a pas d'exilés. Mais comment vous comprenez que la France reconnaît qu'il y a des exilés et qu'il leur donne même les cartes des exilés? Donc, ce n'est pas le gouvernement sur place qui dira qu'il y a des... La France aussi, peut-être. Il peut y avoir des citoyens français qui soient exilés dans un autre pays. La France peut dire qu'ils ne sont pas des exilés. Donc, c'est l'individu, c'est le citoyen qui se déclare exilé. Et les institutions internationales essayent de voir et disent, oui, en effet, vous êtes exilé. C'est comme ça que ça marche. Donc, Nicéphore Soglo n'a encore rien dit de grave. Je ne vois pas ce que Nicéphore Soglo a dit. Dans sa logique d'ancien président. À ce propos, oui, je crois qu'il a joué pleinement son rôle d'ancien président et même de citoyen tout court. Vous voyez la situation au Bénin aujourd'hui. N'attendez pas être un homme politique ou c'est pas moi, je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est-à-dire, il faut pas être un ancien président de la République ou d'une autre institution de la République ou un ancien ministre. C'est tout le Bénin qui est en train de vivre la situation. Dites-moi, ce qu'on a dégagé de nos abords de route là, pour soi-disant présenter la ville belle là, c'est les politiciens? C'est pas les politiciens? C'est pas les enfants des anciens? C'est mauvais de dégager et de rendre la ville plus attrayante, c'est ça? C'est mitigé. D'accord. C'est mitigé. Vous savez pourquoi? Non. Parce que aujourd'hui, vous rentrez dans certaines contrées. Moi, j'essaie de circuler un peu. Vous vous demandez quand est-ce qu'on veut faire les travaux ici pour qu'on casse les gens. Mais c'est ça. Vous vous demandez pourquoi on casse les gens ici aujourd'hui. Quand est-ce qu'il faut le faire selon vous? Ben, le moment sera défini. La vérité, c'est que ce qui se passe dans le pays n'est pas consensuel. Et on ne peut pas être consensuel lorsqu'on vous ne pouvez pas attendre à ce que vous ayez le oui de vos enfants avant de prendre une décision. Je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, il faut prendre de bonnes décisions. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas compliqué, hein. Lorsque vous prenez une décision pour le compte des enfants, lorsque c'est des enfants mineurs, je peux comprendre, ils ne comprennent pas grand-chose. Mais quand ils ont un certain âge, ils comprennent. Nous ne sommes pas des mineurs. Donc, lorsque nous contestons quelque chose, le président de la République peut ne pas accepter. Mais moi, je lui demande avec respect de bien voir. De bien voir. Parce qu'il se passe tellement de choses. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que les mêmes personnes qui sont les accompagnateurs du président, lorsqu'ils sont touchés, ben, ils n'hésitent pas à dire autre chose. Oui, et on leur dit, ben voilà, c'est bien ce qu'on vous disait depuis. Mais puisque vous estimez que vous n'êtes pas concerné, donc c'est pas votre affaire. Maintenant que vous êtes concerné, les preuves sont là, hein, on peut pas finir de les citer. Vous voyez des gens qui vous disent, non, vous m'avez dit tout à l'heure, pourquoi Léadi ne vient pas sur place pour venir répondre de ces actes. C'est facile de dire ça. Mais lorsque vous créez pour votre vie, lorsque vous sentez que vous n'êtes pas en sécurité, il y a des gens que je ne veux pas nommer, mais que vous connaissez très bien, qui avaient tenu le même langage ici. Non, ils ne sont pas persécutés. Ils ont juste de trucs avec la justice, ils n'ont qu'à venir répondre. Où sont-ils eux-mêmes aujourd'hui? Ils le disaient au moment où ils étaient dans de bonnes grâces avec le chef de l'État. Aujourd'hui, qu'ils ne sont plus dans la bonne grâce de l'État, pourquoi ils n'ont pas attendu pour répondre de leurs actes? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe, n'attendez pas que ça soit forcément vous-même la victime avant de réagir. Oui, avant de réagir. Autrement, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tout le monde doit s'auto-saisir de ces choses-là. Je suis sûr que le président de la République ne sait pas tout ce qui se passe sous lui. Mais il va le savoir peut-être dans un avenir proche ou bien plus tard. D'accord. Les frontières Niger-Bénin toujours fermées. Oui, d'accord. Malheureusement. La situation devient de plus en plus préoccupante. Nous pensons qu'on était
à quelques bouts de tunnel concernant le dégel face à cette situation au Bénin-Niger. Mais malgré la première rencontre de Boni Yayi, Nicéphore Soglo avec le général Tiani, on peut visiblement dire que rien n'a encore bougé. Écoutez, oui, si vous voulez, on peut dire ça. Mais les présidents Boni Yayi et Nicéphore Soglo ont fait ce qu'ils ont pu faire. Ils ont fait quoi? Mais ce qu'ils ont fait, ils ont vous avez fait bien quoi? vu. Rien n'a bougé. Oui, mais non, mais vous ne pouvez pas dire que rien n'a bougé. On a eu les premiers. Non, mais rappelez-vous, après le premier passage, il y a eu une équipe du Niger qui est arrivée ici. Donc, on ne peut pas dire que ce n'était pas arrivé auparavant. On ne peut pas dire que rien n'a bougé. Maintenant, pour la suite, le président Boni Yayi ou le président, sinon les deux anciens présidents ne sont pas aux affaires. Donc le reste, c'est au président en exercice, le président Patrice Talon, de faire ce qu'il a à faire pour que le bon voisinage soit rétabli avec le Niger. Nous, on va juste, on va faire comme les deux anciens présidents ont fait là, mais il ne peut pas aller au-delà. Donc, il faut que le président Patrice Talon voie comment est-ce qu'il va se remettre en confiance avec son homologue du Niger. Et pour ça, s'il a besoin des services des deux anciens présidents qui sont, en fait, ses frères, il n'a qu'à juste les dire. Quand ils sont allés là-bas, quand les deux anciens présidents sont allés au Niger, du retour, ils se sont rencontrés. Maintenant, où est-ce qu'ils en sont? Moi, je peux pas vous le dire. Ce que tout le monde sait, c'est que les relations se sont réchauffées immédiatement après le passage. Mais après, on peut constater que, comme si on est retourné à la case de départ. Mais il y a aussi des lueurs d'espoir, je dois dire, parce que il y a eu on a eu un ambassadeur du Bénin qui a été nommé pour le Niger. C'est tant mieux. Et qui a pris fonction. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Moi, je crois que ça va tout doucement. C'est vrai que le rythme, on aurait voulu que ça aille plus vite. Mais bon, voilà. C'est au président Patrice Talon de faire ce qu'il a à faire pour que les relations se normalisent. D'accord. C'est ce que je crois. Honorable, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Déjà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Mais en attendant, on va pas vous laisser partir comme ça. Hein. Ça, c'est rassuré. Dites-nous si déjà les 1 an qui vont venir pour se finir en 2026. C'est ça. Voilà. Ouais, où se situe actuellement votre projet de loi concernant l'amnistie? Où se trouve le projet? Le projet, où se trouve le projet? Ce n'est pas à nous qui vous posez la question. Je vous pose, vous savez. Vous êtes là, moi je dois vous poser parce que vous avez initié un projet. Où se trouve le projet? Mais le projet se trouve, je suis prêt de dire, avec le président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que nous avons initié un projet. Non, plutôt une proposition. Voilà, c'est quand ça vient du gouvernement que c'est un projet. Donc on a initié une proposition de loi, en fait, au fin de libérer les prisonniers politiques et de faire entrer les exilés politiques, y compris ceux qui sont en clandestinité, pour que donc la paix revienne dans le pays. Maintenant, nous faisons la proposition, mais c'est pas nous qui appelons la question. Donc, c'est le président de l'Assemblée nationale qui programme la question et qui nous appelle. Donc, pour l'instant, il n'est pas appelé. Nous, on brûle de voir ça appelé et avec espoir que massivement, on vote ça pour libérer le pays, en fait. Pour libérer le pays. Pour libérer, donc, les Béninois qui coupent dans les prisons pour leur opinion politique. Alors que, bon, on croyait avoir déjà tourné la page des prisonniers politiques avec la conférence nationale de 90, les exilés politiques. Malheureusement, on revient de plein pied dans les questions de prisonniers politiques et de trucs. Donc, nous avons initié la loi, mais il faut qu'elle soit appelée, il faut et qu'on en débatte. Mais on n'en est pas là. Ça, ce n'est pas nous qui commandons ça. Ce que nous pouvons faire, c'est ça.
c'est de proposer la loi, de déposer ça au président de l'Assemblée nationale, et on attend qu'il programme ça, et qu'il nous appelle pour que on passe au vote. Malheureusement, ce n'est pas encore appelé. Silence radio. Silence radio. Donc, c'est pourquoi je vous disais tantôt, ce n'est pas vous qui vous posez la question, c'est au président. Pourquoi vous n'avez pas encore appelé ça? Pourquoi vous ne mettez pas la proposition de loi sur la table? Il y en a beaucoup d'autres. Il y a même des lois de 15 ans passés qu'on a ramenées. Bon, donc, j'espère que ce n'est pas 15 ans après qu'on va examiner la question de la loi d'amnistie. Donc, on attend ça. Vous attendez. On attend ça vivement. Sans souci. C'est ça. En tout cas, merci, honorable, pour votre participation à cette émission. Merci, la position qui en prend en compte tous les courants, il faut le rappeler, l'opposition, la mouvance, la société civile. Merci pour votre disponibilité. Je vous laisse dire un mot de la fin avant de conclure. Aussi, un mot de la fin, c'est de saluer une fois encore donc les Béninois et tous ceux qui nous suivent en ce moment, et de demander à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui de revoir la situation, parce que il y a beaucoup de mauvaises choses qui nous guettent malheureusement si on ne prend pas garde. On n'a pas parlé du code électoral. Ça, c'est vous qui appelez les sujets ici. Allez-y, je vous ai dit de conclure. Vous pouvez. Non, vous savez, le code électoral que nous avons aujourd'hui nous conduit au mur, aux violences électorales. Décidément, il faut qu'on finisse avec les violences électorales. Il n'y en avait pas, il va le passer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre des lois qui sont applicables, des lois qui ne nous créent pas de problème. Vous savez, le cas de concertation de l'opposition, les partis de l'opposition, a rencontré la Sénat. Et la Sénat dit qu'il faut revoir le code là. Vous savez, il y a l'article 93 du code qui dit il y a 4 procès verbaux. D'accord. Et les 4 procès verbaux, le code dit il faut donner un à la Sénat. Il faut donner un à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême, selon donc le type d'élection. C'est ça. Il faut afficher un à l'arrondissement et le coordonnateur de l'arrondissement garde un. Et on dit qu'il faut donner, qu'il faut maintenant faire copie au parti ou représentant du parti en liste. Dites-moi, où est le reste qu'on va partager au parti politique? Où est le reste lorsqu'on sait que c'est 4 qu'on peut avoir? Vous faites la photocopie? Mais justement, la photocopie n'est pas valable. Lorsque vous êtes en contentieux, si vous allez à la Cour constitutionnelle pour des contentieux électoraux, on vous demande le procès verbal original. La photocopie n'est pas acceptée. On nous a dit ça une fois à la Cour constitutionnelle. En 2023. C'est ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on veut donner au parti politique? En cas de contentieux, qu'est-ce que le parti politique présente? Voilà les incongruités qu'il y a dans ce code. Ça, c'est une chose. L'autre chose, lorsqu'on dit, par exemple, d'avoir 20% dans les circonscriptions électorales. Rappelez-moi un seul parti qui a pu avoir ça depuis 1990, qu'on a commencé à faire les élections démocratiques chez nous. Ça n'est pas normal. On ne peut pas prendre des lois comme ça et espérer qu'il n'y ait pas de violence. Nous, on pensait qu'on est en train de tourner la page des violences électorales. Mais malheureusement, nous constatons que, eh bien, ça risque de revenir. Ah bon? Mais écoutez, ça risque de... Non. Vous savez, quand on... pourquoi? Ce n'est pas notre souhait. Mais quand on était à un recours en 2023, le président de la Cour constitutionnelle a dit quelque chose. Il dit, mais votre procès verbal. On dit, mais comment le procès verbal? C'est nous qui établissons le procès verbal. Demandez à la Sénat ou à la direction générale des élections si on nous a donné de procès verbal. Et le président de la Cour dit, faites tout possible pour avoir. Dites-moi, quand on vous dit de faire tout possible pour avoir, faire tout possible là, c'est quoi? C'est aller tuer quelqu'un? Il faut aller tuer le coordonnateur d'arrondissement pour lui prendre ce que lui est là. Ou bien il faut aller simplement le brutaliser pour prendre ça. Ou bien il faut déchirer ce qu'on a affiché à l'arrondissement. Ou bien il faut confisquer ce qui devait aller à la Sénat. Ou alors ce qui devait aller à la Cour constitutionnelle. Donc, pourquoi on ne fait pas les procès verbaux en nombre suffisant? Vous ne connaissez même pas encore le nombre de partis qui vont aux élections. Et déjà, vous fixez
le nombre de procès verbal à 4. Et dans les 4 là, vous dites qu'un doit aller à la Sénat, un doit aller à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême, un doit aller, doit être gardé par le coordinateur d'arrondissement, et le 4e. Maintenant, lequel les partis politiques vont prendre? Donc, nous sommes en train de faire un nid aux violences électorales. C'est pas qu'on souhaite ça. Mais c'est simplement la lecture de la situation. Et c'est ce que nous avons toujours eu. En tout cas, il faut vite, honorablement, se pencher sur la question du code électoral. Il faut nécessairement aller à la relecture de ce code-là. On dit 20%. Mais écoutez, vous savez, le danger dans cette affaire, c'est que nous avons 24 circonscriptions électorales. On dit, pour être éligible, ça c'est l'article 142, pour être éligible à l'attribution des sièges, il faut avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. C'est-à-dire quoi? Que sur les 24 circonscriptions électorales, si vous avez réussi à avoir 20% au moins dans 23 circonscriptions électorales, et que dans la 24e circonscription électorale, vous n'avez pas 20%, tous vos sièges tombent. C'est quelle aberration, ça? Dites-moi, c'est le profil de quel pays? C'est le type de quel pays? C'est le code électoral de quel pays, ça? En tout cas, on vous voit très donc nous sommes en train d'aller vers les problèmes. Maintenant, pourquoi aller vers les problèmes quand on peut éviter d'aller vers les problèmes? On attend de voir la suite. Moi, j'espère qu'ils vont être inspirés. Ils vont revenir sur terre et constater avec nous qu'on ne peut pas aller aux élections avec ce code-là, tout simplement. Avec ce code-là. Vous savez, eux-mêmes, là, les partis de la mouvance, là, si nous décidons, par exemple, on dit, bon, nous pensons que ça, c'est un gros piège. C'est peut-être pour nous faire échouer. Si nous pensons comme ça, et nous décidons, nous sommes 8 députés, nous décidons d'aller nous asseoir, je prends l'exemple que je connais le plus, chez moi, à Savet. Je dis, 28 députés viennent chez moi à Savet. On dit, bon, voilà ce que nous allons faire. On fait tout possible, ou je dis dans une mesure un peu plus large, dans la 10e circonscription électorale, c'est-à-dire Savet ou Essay-Glasgow. 28 députés, y compris le président du parti lui-même. On va s'asseoir tous à Savet. On dit, bon, nous sommes dans la 10e circonscription électorale. Notre politique, ou bien ce que nous allons faire, c'est d'empêcher UP et BR, parce que c'est de ça qu'il s'agit. UP, je ne sais pas si c'est encore UPR, donc UPR ou UP, et BR, UPR. Les empêcher d'avoir 20%. C'est possible. Ah bon? Mais pourquoi pas? Non, mais écoutez, nous allons nous asseoir à 28, avec le président lui-même, dans la 10e circonscription électorale, et un parti va avoir 20% là. Ça n'est pas possible. Et les autres circonscriptions, vous en faites quoi? Mais on s'en fout. En fait, si on veut créer, c'est que, ils sont en train de créer un chaos, en fait. C'est un chaos en téléchargement. Et donc, si on veut faire comme eux, on se dit, bon, on ne se préoccupe pas des autres. Puisque vous pouvez avoir 20% dans 23 circonscriptions électorales. Si vous n'avez pas 20% dans la 24e, comme je viens de vous allez échouer. C'est que vous échouez. Donc, vous choisissez. On choisit les circonscriptions électorales, on reste ici, on ne bouge pas. Maintenant, ils n'ont qu'à venir avoir 20% là, on va voir. C'est pas possible. Et tous les députés passent là. Et eux-mêmes peuvent nous faire la même chose, hein. En fait, je ne dis pas que c'est non, c'est l'inverse aussi. Voilà. Donc, eux-mêmes, par exemple, si, par exemple, c'est les démocrates qui sont majoritaires, et qui se décident de voter un code comme ça, eux-mêmes peuvent dire, c'est pas grave. Chacun a forcément un fief. Ils peuvent se décider de dire, bon, nous restons dans telle circonscription électorale. On va voir comment les démocrates vont avoir 20% là. C'est toujours possible. Et dans ce cas, nous allons avoir 20% partout, mais il nous sera très difficile, ou carrément impossible, d'avoir 20% dans la 24e circonscription. Et voici le chaos. Donc c'est pourquoi, je vous dis, ça ne profite à personne. Ce code électoral. Ça ne profite à... Je défie que Dieu nous prête vie, on n'a qu'à aller aux élections. Et on va... Et puis on verra. Nous allons constater qu'on ne peut pas aller de là-bas. La Sénat, c'est les démocrates qui sont à la Sénat. Dites-moi non. C'est pas les démocrates qui sont à la Sénat. La Sénat a dit qu'il faut aller revoir ça. Que ce n'est pas possible. Je défie les gens de la Sénat de venir nous dire ici qu'ils n'ont pas dit ça. En tout cas, ce qui est bien, c'est déjà parti, l'appel est parti. J'espère que nous allons tous comprendre, le président lui-même en premier, et tous ceux qui soutiennent le président, j'espère que nous allons
Il y a beaucoup d'autres choses qui nous gâtent. J'espère qu'on va pas en arriver. J'espère que Dieu va nous inspirer et que nous allons revenir de meilleurs sentiments, nous allons revenir sur nos pas pour présenter quelque chose de beau au pays. On peut pas être payé par les contribuables béninois et leur offrir des scènes d'horreur comme ça. Vous avez vu toutes les morts qu'il y a eu tout le temps, qu'il y a eu l'élection. 2019, c'est les morts. 2020, il y en a eu. 2021, il y en a eu également. 2023. On va travailler pour que votre peut-être cri soit entendu et nous espérons que les autorités à divers niveaux vous ont écouté. Honorable Jim Ogbon, merci. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, député de la 10e circonscription électorale, il faut le rappeler. Aujourd'hui, vous êtes fier de défendre la cause ou les causes de vos élus, de vos militants ou de vos votants de l'autre côté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là sur Guérit. En tout cas, Guérit est toujours ouvert pour vous à tout moment. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur notre fréquence radio, le www.guéritradio.bj. Mesdames et messieurs, des programmes intéressants, des émissions intéressantes, avec des éditions intéressantes de l'autre côté de la radio. On va se retrouver, mesdames et messieurs, très prochainement. Si Dieu le veut, portez-vous bien et à très vite. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV.